Au cœur de la Provence, entre collines dorées et champs infinis de lavande, vivait un homme que tout le village appelait simplement Pierre. Pierre Morel, la cinquantaine bien entamée, était un fermier de stature robuste, à la peau burinée par le soleil et au regard d'un bleu éteint, comme si les années lui avaient volé la lumière qu'il avait jadis connue. Depuis la mort de sa femme, 5 ans plus tôt, il s'était volontairement replié sur lui-même, consacrant chaque heure de ses journées à sa terre, à ses oliviers, à ses abeilles, et surtout à ses lavandes, qu'il entretenait avec une rigueur presque religieuse. Son mas, une bâtisse ancienne de pierre blonde, trônait au sommet d'une colline, loin de la route principale, à l'abri des regards et des rumeurs du village. Les gens de la région l'estimaient, mais tous reconnaissaient sa distance, son silence et son refus obstiné de renouer avec la vie sociale. Depuis la mort de Claire, il n'avait jamais laissé une autre femme entrer dans sa maison, ni dans son cœur. Ce deuil, il l'avait porté comme une armure. Claire n'était pas seulement son épouse, elle était sa confidente, sa complice, son ancrage. Depuis qu'elle était partie, emportée par une maladie sournoise et cruelle, Pierre s'était transformé en un homme de pierre. Mais les saisons passent, et avec elles, les attentes des familles, les traditions d'un village qui, malgré le temps, conservait encore quelques coutumes anciennes. Dans certaines vallées reculées, les mariages arrangés n'avaient pas entièrement disparu. On ne parlait pas de transactions froides, mais plutôt d'accords entre familles, de rencontres facilitées, de promesses discrètes. On disait que l'amour viendrait avec le temps, et que le plus important, c'était la stabilité, la loyauté, le travail commun. Marie, la sœur cadette de Pierre, veuve elle aussi, mais d'un tempérament tout autre, s'était mise en tête de lui offrir une seconde chance. Elle vivait à quelques kilomètres de là, dans une maison plus modeste mais pleine de vie, entourée de ses enfants et petits-enfants. Elle ne comprenait pas le choix de Pierre de vivre seul, muré dans le silence. Chaque visite chez lui était une bataille. Elle apportait des tartes, des légumes, des nouvelles du monde et repartait avec le sentiment d'avoir parlé à un mur. Mais cette fois, elle avait préparé son discours. Assise en face de lui un dimanche après-midi, elle posa une main ferme sur la table de bois brut. « Pierre, ça suffit maintenant. Tu n'es pas mort avec Claire. Tu es encore là et tu mérites de vivre, pas juste exister. » Il leva à peine les yeux de son verre de vin. « J'ai tout ce qu'il me faut ici. » « Non, tu as ce qu'il faut pour survivre, pas pour vivre. Tu crois que Claire voudrait te voir comme ça? Tu crois que c'est ça, honorer sa mémoire ?» Le silence s'étira, pesant. Pierre ne répondit pas, mais il n'eut pas besoin. Marie, sentant une faille, appuya. « Il y a une rencontre organisée samedi prochain à Roussillon. Ils appellent ça une foire au cœur libre. Ce sont des familles qui présentent des jeunes femmes prêtes à se marier, souvent venues d'autres régions. Certaines cherchent juste une vie stable. Ce n'est pas un marché. Ce sont des femmes comme toi, blessées, mais prêtes à recommencer. Je ne vais pas me vendre, ni acheter personne. Tu n'achètes rien, tu ouvres juste la porte. Va là-bas, écoute. Tu n'as rien à perdre. Et si tu ne veux pas y aller seul, je viens avec toi. » Il soupira longuement. Le mot « écouter » ne l'engageait à rien, se dit-il. Et peut-être que Marie cesserait d'insister. « D'accord, dit-il enfin, j'irai. Mais juste pour entendre, pas pour m'engager dans quoi que ce soit. » Le dimanche suivant, Pierre sortit sa chemise propre du fond de l'armoire, rasa de près sa barbe devenue trop longue et prit la route avec Marie. En traversant les petits villages aux toits ocres, il sentit un mélange d'appréhension et de résignation. Ce qu'il faisait, il ne le faisait pas pour lui. Du moins, c'est ce qu'il voulait croire. Roussillon était animé. Des stands avaient été montés sur la place centrale. On y servait du vin, des fromages, des tartes, et entre les effluves de lavande et de pain chaud, on entendait les rires timides, les discussions murmurées, les accords qui se formaient à voix basse entre familles et jeunes femmes. Pierre restait en retrait, les bras croisés, mal à l'aise. Il observait les visages sans les regarder vraiment. Marie faisait le tour, discutait, s'informait. Elle revint vers lui au bout d'une demi-heure, un sourire discret aux lèvres. Il y en a une. 27 ans. Elle s'appelle Élodie Laurent, elle vient de l'autre côté du Luberon, très douce, sérieuse, mais personne ne la veut. Pierre arqua un sourcil. Pourquoi? C'est bien le mystère. Elle n'a pas de passé trouble, pas d'enfant, pas de dette. Juste, personne ne l'a choisi. Pierre fronça les sourcils, intrigué malgré lui. Et elle veut venir ici? Elle ne connaît pas ta tête.
mais elle accepte. Son oncle demande seulement que tu prennes en charge son départ. Il appelle ça un dot symbolique. Rien de scandaleux. Ce serait un essai. Si ça ne fonctionne pas, elle pourra repartir. Pierre réfléchit, longuement. La situation lui paraissait irréelle, presque absurde. Mais une part de lui, minuscule, oubliée, sentait poindre une étincelle, une curiosité, un pas vers quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis bien trop longtemps. « Dis-lui que j'accepte. » Marie le regarda, étonnée. « Tu es sûr ? Je ne promets rien. Je l'accueille. C'est tout. » Et ainsi fut scellé un accord discret, un engagement silencieux entre un homme brisé et une inconnue rejetée par tous. Le samedi suivant, l'air était chargé d'un parfum de lavande mêlé aux promesses silencieuses de changements invisibles. Pierre, fidèle à sa parole, attendait à l'orée de son domaine. Le sol de terre battue menait à la vieille route communale et c'est par là qu'Élodie Laurent devait arriver. Il n'avait aucune idée de ce à quoi s'attendre. Dans sa tête, les pensées s'entrechoquaient. Pourquoi une femme jeune, sans passé douteux, sans enfant, avec une bonne réputation, n'avait-elle été choisie par aucun homme? Il avait vu tant de femmes avides de respect, de stabilité, de tendresse. Pourquoi pas elle? Le mystère le troublait. Il n'était pas du genre à nourrir des illusions, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander quel genre de silence ou de vérité cachée pouvait faire fuir tous ceux qui l'avaient rencontré. La carriole apparut à l'horizon peu avant 11 heures. Elle avançait lentement, soulevant un léger nuage de poussière beige. Le cheval semblait fatigué, docile, et l'homme aux rênes, un vieil oncle selon les dires de Marie, regardait droit devant lui, concentré sur le chemin. À ses côtés, immobile et droite, se tenait une jeune femme vêtue simplement d'une robe claire à manches longues, son chapeau retenu par un ruban noué sous le menton. Pierre resta figé. Il n'était pas homme à s'émouvoir facilement, encore moins à se laisser impressionner par une silhouette. Mais l'effet fut immédiat. Dès que la carriole s'arrêta devant le portail en fer forgé de sa propriété et qu'elle en descendit, quelque chose se figea en lui. Elle ôta lentement son chapeau, révélant une chevelure dorée, presque blanche au soleil, qui tombait sur ses épaules comme un voile d'or pâle. Ses yeux, d'un vert translucide, se posèrent sur lui avec une intensité paisible mais implacable. Il se sentit comme observé au-delà de ses mots, au-delà même de ses gestes. Il s'approcha, salua l'oncle d'un signe de tête bref, puis tourna les yeux vers elle. « Bonjour. »« Élodie, c'est bien cela. » Elle acquiesça d'un signe presque imperceptible. « Bonjour, monsieur Morel. » Sa voix était douce, un murmure clair mais contenu, sans hésitation ni fausse modestie. Elle semblait calme, en maîtrise, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait là. L'oncle descendit, récupéra une petite valise de cuir qu'il déposa près du portail, puis tendit la main à Pierre. « Elle est entre vos mains, maintenant. Elle n'a besoin de rien, sauf de respect. Elle sait travailler, elle écoute, elle est discrète, mais elle n'implorera personne. Ni vous, ni un autre. Elle est entière. » Sans un mot de plus, il remonta sur la carriole et disparut, laissant derrière lui un silence étrange. Pierre, encore sous le choc de cette rencontre, s'empressa de ramasser la valise. « Venez, je vais vous montrer la maison. » Elle le suivit sans poser de questions, marchant lentement sur les pas de cet homme inconnu à qui elle avait confié son avenir. Le mas était tel qu'elle l'avait imaginé, solide, ancien, respirant l'histoire. L'intérieur, modeste et fonctionnel, témoignait d'une vie de labeur solitaire. Pierre lui montra une petite chambre à l'étage, avec vue sur les champs de lavande. « C'est simple mais propre. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le-moi. Merci. Je me contenterai de ce qu'il y a. » Il hésita un instant avant de sortir, puis referma doucement la porte, la laissant seule. Les premiers jours furent marqués par une routine faite de silence prudent. Élodie se levait avant le jour, proposait son aide sans jamais s'imposer. Elle balayait la cour, nettoyait les ustensiles, arrosait les plantes en bordure de la maison, mais restait à distance du champ de lavande. Elle semblait comprendre intuitivement les frontières de l'espace intime de Pierre. Lui, de son côté, l'observait avec une distance respectueuse, mais teintée d'une méfiance involontaire. Il n'était pas homme à juger sur les apparences. Et pourtant, il n'arrivait pas à se défaire de cette sensation persistante qu'il manquait une pièce au puzzle. Élodie était belle, mais ce n'était pas là la source de son trouble. C'était cette façon de se mouvoir avec une aisance silencieuse.
cette manière de ne jamais chercher le regard de l'autre, mais de toujours sembler le percevoir. Elle n'attendait rien. Elle ne réclamait ni attention, ni affection. Elle s'était installée là comme si elle appartenait déjà au mur, au sol, à la lumière. Et cela, d'une certaine manière, le dérangeait. Marie passa un jour les voir, apportant quelques confitures et du pain fait maison. Elle observa Élodie avec attention pendant qu'elle préparait le thé. « Tu as trouvé une vraie perle, Pierre. Mais elle ne parle pas beaucoup. »« Non, et je ne suis pas certain que ce soit par timidité. Elle a l'air solide, calme. On ne voit plus ça souvent. » Justement. Marie le regarda avec sévérité. « Tu espérais quoi? Une veuve pleurnicharde ou une jeune écervelée qui cherche un toit? Ce n'est pas ce que tu as là. Tu as une femme qui a été rejetée sans raison, peut-être parce qu'elle ne correspond à aucune case, peut-être parce qu'elle ne supplie pas. Et ça, beaucoup d'hommes le vivent comme une menace. » Pierre ne répondit pas. Il savait que sa sœur n'avait pas tort. Il s'était surpris, lui aussi, à interpréter son silence comme une forme d'orgueil. Mais à bien y réfléchir, Élodie ne fuyait pas le contact. Elle attendait simplement que l'on vienne à elle sans masque, sans questions indiscrètes, sans jugement. Un soir, alors qu'ils dînaient côte à côte en silence, Pierre risqua une question. « Est-ce que vous avez toujours été aussi réservé ?» Elle releva doucement la tête. « On me l'a souvent reproché. On dit que je mets les gens mal à l'aise. Alors j'ai appris à ne pas trop en dire, à ne pas trop espérer. Ce n'est pas un défaut. Beaucoup pensent le contraire. » Il hocha lentement la tête. « Je ne suis pas habitué à la compagnie. Pas depuis longtemps. Il me faudra du temps. » Elle ne répondit pas, mais un léger sourire traversa son visage, comme une brise discrète sur un lac calme. Le lendemain matin, elle était déjà dans la cour quand il descendit. Elle avait préparé le café, rangé les outils et préparé un panier avec du pain et du fromage. Il la regarda étonné par cette organisation naturelle, sans aucun bruit, sans aucun ordre. Elle ne voulait rien prouver, rien conquérir. Elle voulait seulement exister à sa façon, sans avoir à se justifier. Et, contre toute attente, cette simplicité, cette manière d'être entière et discrète à la fois, commençait à fissurer quelque chose en lui. Ce n'était pas de la séduction, c'était une présence. Et c'était peut-être ce qui lui avait tant manqué toutes ces années. Le soleil était encore bas sur l'horizon lorsque la carriole s'éloigna définitivement, laissant derrière elle une fine traînée de poussière. Pierre resta debout un moment, sa main toujours posée sur la valise d'Élodie. Il ne savait pas ce qu'il attendait, ni pourquoi il avait tant de mal à détourner le regard. Elle se tenait là, droite, sans aucun signe de gêne ni d'attente, observant calmement les contours de la maison, comme si elle la reconnaissait d'un rêve lointain. Elle n'était pas agitée, pas impressionnée, juste présente, intensément présente. Ce n'était pas la beauté d'Élodie qui avait secoué Pierre, même si elle était indéniable. Il y avait dans son visage quelque chose de silencieusement insistant, un équilibre étrange entre douceur et force. Ses yeux d'un vert clair presque transparent semblaient transpercer les surfaces pour atteindre l'essence de chaque chose. Sa peau d'une pâleur uniforme trahissait peu de temps passé au soleil, et ses cheveux d'un blond tirant sur le blanc contrastaient avec les teintes chaudes de la Provence. Elle n'avait rien d'une paysanne, ni d'une bourgeoise. Elle n'avait rien d'attendu, et c'est peut-être cela qui le déstabilisait autant. Il avait vu des centaines de visages au cours de sa vie, mais celui-ci le mettait mal à l'aise d'une manière qu'il n'aurait su expliquer. Il n'y avait pas de séduction dans son regard, ni de provocation. Et pourtant, il se sentait vu, comme mis à nu. Ce regard-là ne cherchait ni à convaincre, ni à plaire. Il constatait, il enregistrait, et il attendait. Le silence s'épaissit autour d'eux. Pierre se força à rompre cette tension invisible. « Suivez-moi, je vais vous montrer votre chambre. » Elle le suivit sans mot dire, ses pas à peine audibles sur le sol de gravier. En entrant dans la maison, Pierre fut soudain frappé par l'absurdité de la scène. Cette femme, parfaitement étrangère, allait désormais vivre sous son toit, partager ses repas, entendre ses pas dans le couloir, voir son visage chaque matin. Il se demanda s'il n'avait pas perdu la tête. Mais il continua d'avancer. Il poussa la porte de la chambre d'amis, une pièce simple, aux murs blancs et au mobilier rustique. Un lit ancien, une commode, une petite table près de la fenêtre. La lumière du matin baignait la pièce, révélant des rideaux propres mais fanés, des draps repassés mais ternes. « C'est ici. Vous pouvez vous installer à votre rythme. » Elle posa sa valise au pied du lit et tourna lentement sur elle-même pour observer l'espace. « C'est parfait, merci. »
Cette phrase, prononcée avec calme et sincérité, résonna étrangement dans le silence de la maison. Pierre hocha la tête, recula, referma doucement la porte et retourna à ses tâches, les mains soudain maladroites, le cœur plus lourd qu'il ne l'aurait cru. Le reste de la journée, il tenta de l'éviter. Il sortit surveiller les lavandes, vérifia l'état des abeilles, rangea l'atelier de réparation des outils. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à chasser l'image d'Élodie de son esprit. Elle n'avait rien fait de remarquable, rien dit de marquant. Et pourtant, elle s'était déjà ancrée dans son environnement comme si elle y avait toujours appartenu. En revenant vers la maison en fin d'après-midi, il la surprit dans le potager, en train d'arracher doucement les mauvaises herbes entre les rangs de tomates. Elle portait une robe simple relevée à la taille par un lien de tissu et un chapeau de paille large. Elle travaillait en silence, sans empressement, mais avec une méthode qui trahissait l'habitude. Elle ne jouait pas à la parfaite fermière. Elle savait ce qu'elle faisait. Il s'arrêta à quelques mètres, la regarda un instant, puis s'avança. « Vous avez déjà travaillé la terre ?» Elle se redressa lentement. « Un peu. J'ai grandi à la campagne. Mon père avait un petit jardin et ma mère tenait à ce qu'on sache s'en occuper. Et ensuite, ils sont morts. J'ai appris à me débrouiller seul. » Il hocha lentement la tête. Elle n'avait pas baissé les yeux. Elle ne disait rien de plus que le nécessaire, mais chaque mot semblait peser, exact, sans détour. Cela lui plut, même s'il n'était pas encore prêt à l'admettre. Les jours suivants se déroulèrent dans un équilibre étrange. Pierre continuait de se lever avant l'aube, de surveiller ses cultures, de noter chaque changement dans la terre ou l'air. Élodie, de son côté, occupait peu d'espace, mais accomplissait beaucoup. Elle s'occupait de la maison sans attendre d'ordre, préparait le café sans bruit, repassait ses propres vêtements sans jamais toucher aux siens. Elle faisait preuve d'un respect presque exagéré de ses limites, comme si elle refusait de franchir la moindre frontière qu'il n'aurait lui-même indiquée. Et pourtant, malgré cette prudence, elle devenait peu à peu indispensable, non pas par ce qu'elle faisait, mais par ce qu'elle représentait. Une présence constante, discrète, mais attentive. Un témoin silencieux de son quotidien. Elle ne posait pas de questions, ne s'imposait pas. Mais elle était là, et il n'y avait plus d'écho dans la maison, plus de vaisselle qui s'entrechoquait seule dans le silence, plus de portes qui grinçaient sans personne derrière. Un soir, alors qu'il rentrait du champ avec les mains couvertes de terre, il la trouva sur le perron assise sur la marche, les genoux repliés, un livre posé sur les jambes. Elle leva les yeux vers lui, et ce regard qu'elle posa sur lui n'avait rien d'un regard de servitude ou d'attente. C'était un regard franc, libre. Et cette liberté-là, il ne savait pas quoi en faire. Il s'assit à ses côtés sans dire un mot. Le silence entre eux ne pesait pas. Il était naturel. Pierre n'était pas homme de grande conversation. Claire le savait et avait appris à aimer ce silence. Mais celui-ci, avec Élodie, avait une autre texture, moins mélancolique, plus chargée d'interrogations. « Vous lisez souvent ?» demanda-t-il. « Le soir, surtout. Ça m'aide à rester ailleurs, quand ici devient trop lourd. » Il haussa un sourcil. « C'est lourd ici ?» Elle le regarda calmement. « Pas encore, mais je m'attends à ce que ça le devienne. Ce n'est pas un reproche, c'est une précaution. » Il comprit alors qu'elle ne cherchait pas à fuir, mais qu'elle n'attendait pas non plus d'être accueillie à bras ouverts. Elle vivait dans l'entre-deux, et cette lucidité le désarma. Il resta là, à ses côtés, jusqu'à ce que la nuit tombe, écoutant les insectes qui chantaient dans les champs, le vent léger qui faisait frémir les lavandes et les battements de son propre cœur qu'il ne reconnaissait plus tout à fait. Les journées s'enchaînaient avec une régularité presque mécanique. À la ferme, le cycle de la terre et du soleil dictait le rythme, et Pierre s'y pliait avec la rigueur de celui qui a fait du travail une forme de refuge. Depuis l'arrivée d'Élodie, rien n'avait officiellement changé dans son emploi du temps. Il se levait toujours à l'aube, inspectait les champs, nettoyait les outils, surveillait les ruches. Pourtant, un détail subtil s'était glissé dans son quotidien. Il n'était plus seul. Cette certitude, discrète mais constante, altérait son silence intérieur. Il y avait désormais une respiration en plus dans la maison, une tasse en plus sur la table, des pas feutrés dans l'escalier le soir. Rien de bouleversant en apparence, mais suffisamment pour déranger les fondations de ses habitudes. Ce qui gênait Pierre, ce n'était pas Élodie elle-même. Elle ne faisait pas de bruit. Elle ne réclamait rien. Elle n'exigeait aucune place. Mais c'est précisément ce retrait contrôlé qui éveillait en lui une forme de soupçon.
Pourquoi une femme comme elle, manifestement intelligente, travailleuse, dotée d'une beauté aussi singulière, s'était-elle retrouvée sans prétendant dans toute la région? Comment expliquer une absence d'histoire, d'attache, de traces? Elle ne parlait jamais d'amis, de souvenirs, de projets anciens. Et si sa discrétion avait d'abord été perçue comme une qualité, elle commençait désormais à troubler Pierre. Il craignait de s'attacher à une énigme. Il tentait parfois de la sonder par petites touches, mais chaque tentative se heurtait à un mur de pudeur, non agressif, mais impénétrable. Lorsqu'il posait une question un peu plus personnelle, elle répondait honnêtement, mais toujours avec des phrases brèves, structurées, comme si elle avait appris à parler sans livrer. Une tension douce mais persistante s'était installée entre eux. Elle n'était pas hostile, mais elle empêchait toute spontanéité. Lorsqu'ils se croisaient dans la cuisine ou près de l'étable, un échange de regards suffisait à dire bonjour. Un mouvement de tête remplaçait les phrases inutiles. Et malgré cette économie de mots, Pierre sentait son esprit se remplir de questions. Chaque silence semblait cacher une attente qu'il ne parvenait pas à nommer. Un matin, il la trouva en train de réparer le rideau de la cuisine, assise près de la fenêtre, une aiguille à la main. Il resta un instant à l'observer. Ses gestes étaient précis, lents, presque méditatifs. Il aurait voulu lui dire quelque chose, n'importe quoi, pour briser cette impression de vivre à côté d'une présence fantomatique. Mais il ne trouvait pas les mots. « Vous avez appris cela seul aussi ?» demanda-t-il finalement, désignant l'ouvrage. « Oui, il faut bien savoir se débrouiller. » Il s'approcha lentement, posa une main sur le rebord de la table, hésitant. « Vous ne vous ennuyez pas ici ?» Elle leva les yeux vers lui, un peu surprise. « Non, l'ennui, c'est quand on attend quelque chose. Moi, je n'attends rien. » Il ne sut quoi répondre. Cette phrase, simple et nette, le désarma. Il se sentit brusquement observé, jugé presque, non par elle, mais par ses propres réactions. Il réalisait qu'il attendait, lui. Il attendait qu'elle se révèle, qu'elle parle, qu'elle explique ce qui, chez elle, provoquait autant de méfiance autour. Mais elle ne lui devait rien. Et plus il cherchait à comprendre, plus elle se retirait dans une dignité tranquille. Les repas se déroulaient dans le même climat d'attention silencieuse. Elle cuisinait souvent, sans ostentation, avec des produits du jardin, des herbes fraîches, des recettes simples mais soignées. Pierre mangeait en silence, parfois surpris par la délicatesse des saveurs, mais incapable de formuler un compliment sans que cela lui paraisse surfait. Alors il se contentait d'un hochement de tête. Elle répondait par un léger sourire, jamais appuyé. Un soir, alors qu'il s'était attardé dans le champ, il rentra après la tombée de la nuit. En entrant, il sentit l'odeur d'un ragoût tiède. Sur la table, une assiette l'attendait, recouverte d'un linge propre. Elle n'était pas là. Il l'appela, doucement, puis plus fort. Aucun bruit. Il monta l'escalier, s'arrêta devant sa porte, fermée. Pas un son. Il redescendit, mangea seul, pensif. Ce geste lui laissait un repas prêt, chaud, sans attendre son retour, le toucha plus qu'il ne l'admit. Ce n'était pas un service. C'était une manière de dire « Je vois que vous existez, même si vous ne dites rien ». Le lendemain, il la remercia brièvement, sans oser la regarder dans les yeux. Elle répondit par un signe de tête, comme si elle comprenait qu'il ne pouvait pas encore faire plus. Les jours suivants, elle commença à s'impliquer davantage dans les activités extérieures. Elle demanda si elle pouvait aider à cueillir les premières lavandes. Il hésita. Ce travail demandait précision, force, résistance à la chaleur. Il s'attendait à devoir l'assister, peut-être la remplacer au bout de quelques heures. Mais elle se montra plus endurante que prévu. Elle travaillait sans se plaindre, sans ralentir, sans bavarder, juste avec une concentration constante. Il l'observait du coin de l'œil, intrigué par cette capacité à exécuter chaque tâche sans jamais chercher à se mettre en avant. Un matin, alors qu'ils travaillaient côte à côte dans un rang de lavandes, leurs mains se frôlèrent en saisissant le même outil. Un contact bref, involontaire. Pourtant, il sentit une tension immédiate se glisser dans l'air. Elle recula à peine, mais son regard croisa le sien, et dans cet échange muet, il lut quelque chose qu'il n'avait pas encore vu, une forme de vulnérabilité, discrète mais réelle. Elle détourna aussitôt les yeux, reprit son travail. Il fit de même, mais l'image resta gravée en lui. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas du désir non plus. C'était la conscience brutale qu'un autre être humain, aussi fermé soit-il, pouvait porter en lui une blessure profonde.
et la cachait derrière une maîtrise parfaite de ses gestes et de ses silences. Pierre ne parla pas de cet instant, mais à partir de ce jour-là, ses gestes changèrent, moins abrupts, moins rigides. Il apprit à lui tendre des outils sans mot dire, à remplir sa tasse de café le matin, à laisser la fenêtre ouverte dans la cuisine pour qu'elle profite de l'air. Il ne s'agissait pas de galanterie, juste d'une attention nouvelle, d'un début de présence. Élodie ne commenta rien, mais elle commença à sourire un peu plus souvent, à regarder plus longuement, à répondre par des phrases un peu moins courtes. Ils ne se racontaient toujours pas leur vie, mais il devenait évident qu'un pont se construisait lentement entre leurs silences respectifs. Pierre continuait de se méfier, non d'elle, mais de lui-même. Il craignait de confondre gratitude et attachement. Il ne voulait pas répéter les erreurs d'hommes qui prenaient la douceur pour de l'amour ou le respect pour de la passion. Il avait aimé une femme toute sa vie, et cette mémoire vivait encore en lui. Mais, malgré toutes ces précautions, il sentait que quelque chose en lui commençait à se déplacer, presque à son insu. Ce n'était pas encore un lien, mais ce n'était plus de l'indifférence. L'été avançait et avec lui, le rythme de la ferme s'accélérait. Les lavandes entraient dans leur période de floraison maximale, et chaque jour, Pierre devait s'assurer que les rangs étaient coupés au bon moment pour préserver la qualité des huiles. Élodie, silencieuse mais efficace, s'intégrait de plus en plus au travail des champs, et ses gestes trahissaient une familiarité croissante avec les outils, les cycles de la terre, les besoins de la ferme. Pourtant, malgré cette apparente intégration, quelque chose restait suspendu entre eux, une forme de réserve invisible qui ne diminuait pas. Pierre, bien qu'il n'eût rien à lui reprocher, n'arrivait pas à dissiper ce sentiment sourd qu'il ne connaissait toujours pas vraiment la femme qui partageait désormais son quotidien. Un matin, alors qu'il devait se rendre au village pour acheter des pièces pour une pompe défectueuse, il proposa à Élodie de l'accompagner. Elle accepta, avec cette discrétion calme qui la caractérisait. Ils montèrent ensemble dans la vieille camionnette, traversèrent les routes bordées d'oliviers et atteignirent le centre de Roussillon en fin de matinée. Pierre n'aimait pas trop s'y attarder, mais il sentait que cette sortie pouvait être une occasion de l'observer dans un autre contexte, de la voir interagir ailleurs que dans la bulle de la ferme. Dès leur arrivée, il remarqua les regards. Élodie ne semblait pas les voir, ou choisissait de les ignorer, mais lui, il les sentait glisser sur eux comme des aiguilles invisibles. Certains passants s'arrêtaient quelques secondes de trop, d'autres chuchotaient. Une vieille femme, à la sortie de la boulangerie, le salua poliment, puis fixa Élodie d'un œil long et froid, avant de détourner le regard sans un mot. Au café, où ils s'arrêtèrent pour boire un verre, les discussions s'interrompirent brièvement à leur entrée. Pierre n'était pas un inconnu. On le respectait pour son travail, sa constance, sa réputation sans tache. Mais aujourd'hui, ce n'était pas lui que l'on observait, c'était elle. Élodie gardait le regard droit, les épaules droites, sans arrogance ni soumission. Elle ne jouait pas à l'étrangère innocente, mais elle ne provoquait pas non plus. Elle était simplement là, comme elle l'était toujours, solide et discrète. Pourtant, quelque chose chez elle dérangeait manifestement. Une serveuse qu'il connaissait depuis des années s'approcha pour prendre la commande. Son regard se posa un instant trop longuement sur Élodie, puis elle lança à voix basse, comme un avertissement enrobé de curiosité. « C'est elle, la fameuse ?» Pierre fronça les sourcils. « Quelle fameuse ?» La serveuse haussa les épaules, un air faussement innocent sur le visage. « On parle, vous savez, une fille belle comme ça, qui vient de nulle part, qui ne dit rien. On se pose des questions. » Pierre sentit un agacement sourd. Il n'aimait pas les insinuations, encore moins quand elles visaient quelqu'un qui n'avait rien fait de mal. Il répondit sèchement « Ce n'est pas parce que les gens ne bavardent pas qu'ils cachent quelque chose. » La serveuse recula un peu piquée et alla chercher les boissons. Élodie, qui n'avait rien dit jusque-là, murmura simplement « Vous n'avez pas besoin de me défendre. Ce genre de remarques, j'en ai entendu toute ma vie. » Il la regarda, surpris. « Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vous reprochent au fond ?» Elle haussa légèrement les épaules. « Je ne sais pas vraiment. On me trouve étrange, trop calme, trop sérieuse. On dit que je ne souris pas assez, que mes yeux sont dérangeants. Vos yeux ?» Elle tourna son regard vers lui. Il n'avait jamais remarqué à quel point ils étaient transparents, pas froids ni vides, mais d'une netteté déconcertante.
On me regarde comme si j'avais quelque chose à cacher, juste parce que je ne m'agite pas, parce que je n'habille pas mes silences de mensonges. Dans les petits villages, ça suffit à faire de vous une étrangère, même quand vous êtes né à côté. Le ton n'était pas amer. Elle constatait, c'était tout. Pierre sentit une forme de honte monter en lui. Il comprenait maintenant que lui aussi, au fond, avait eu ses pensées, qu'il avait suspecté une faille, un secret, simplement parce qu'elle ne correspondait pas à ce qu'il attendait. De retour à la ferme, le silence dans la voiture n'était pas pesant, mais chargé d'un respect nouveau. Pierre ne la regardait pas de la même manière. Il se rendait compte qu'il n'avait pas été meilleur que ceux du village, que sa prudence n'était qu'une autre forme de jugement. Le soir, pendant le dîner, il prit une longue inspiration et dit, sans la regarder, « Je crois que j'ai eu tort, de vous juger sans vous connaître, de penser que votre silence cachait quelque chose. En réalité, c'est moi qui n'étais pas prêt à écouter autrement. » Elle le fixa un moment, puis répondit, « On finit tous par écouter quand le silence devient trop fort pour qu'on l'ignore. » Il hocha lentement la tête. Il n'y avait rien à ajouter. Les jours suivants furent marqués par une atmosphère plus douce. Pierre observait Élodie avec une attention nouvelle, moins inquiète, plus curieuse. Il ne cherchait plus à percer un secret, mais à comprendre une manière d'être. Elle, de son côté, se détendait peu à peu. Ses gestes devenaient moins prudents, ses réponses moins filtrées. Ils n'étaient pas encore proches, mais ils n'étaient plus étrangers. Un matin, alors qu'ils travaillaient ensemble à installer des supports pour les nouveaux plans de lavande, Pierre glissa, déséquilibré par un outil mal posé. Il tomba à genoux, grimaça. Élodie se précipita, l'aida à se relever. Il la remercia d'un signe de tête, mais dans ce geste, il sentit autre chose. Une préoccupation réelle, presque instinctive. Pas de la pitié, de l'attention. Ce jour-là, il se surprit à penser à elle en dehors du travail, à se demander ce qu'elle faisait lorsqu'elle était seule, ce qu'elle pensait, ce qu'elle espérait. Et pour la première fois depuis des années, ces questions ne l'effrayaient pas. Elles ne menaçaient pas sa solitude. Elles y apportaient simplement une ouverture. Il comprenait désormais que le problème n'était pas Élodie, mais la manière dont les gens la percevaient. Dans un monde où le bruit rassure, le silence fait peur. Où le conformisme est la règle, toute singularité est soupçonnée. Et elle, par sa seule existence tranquille, faisait vaciller ses certitudes. Elle ne voulait pas être acceptée. Elle voulait seulement qu'on la laisse être. Et cela, Pierre commençait à le respecter profondément. Le mois de juillet touchait à sa fin, et la ferme baignait dans une lumière chaude et vibrante. Les lavandes, à leur apogée, ondulaient sous la brise avec une grâce silencieuse. Les journées s'écoulèrent dans une routine devenue presque confortable. Les récoltes le matin, les tâches domestiques l'après-midi, des repas partagés en silence ou ponctués de brèves conversations désormais plus naturelles. Une certaine stabilité s'était installée entre Pierre et Élodie, une coexistence paisible, faite de respect et de petits gestes qui, sans être tendres, étaient chargés d'une forme de considération sincère. Mais cette paix fragile fut soudainement mise à l'épreuve. Un après-midi, alors que Pierre était au fond du champ à réparer une clôture, il entendit au loin le grincement caractéristique de la grille d'entrée. Intrigué, il se redressa, essuya ses mains sur son pantalon et marcha lentement vers la maison. À mesure qu'il approchait, il vit une silhouette masculine se dessiner près de l'olivier central. L'homme était bien habillé, les cheveux tirés en arrière, un air suffisant collé au visage. Élodie se tenait à quelques pas de lui, les bras croisés, le visage fermé, visiblement tendu. « Bonjour », lança Pierre en s'approchant. « Puis-je savoir qui vous êtes ?» L'homme se retourna lentement, lui tendit une main qu'il ne prit pas. « Julien d'Argent, je suis un ancien, ami d'Élodie. » Elle ne dit rien, mais ses traits se durcirent. Julien sourit, un sourire sec et ironique. « J'ai appris qu'elle avait été placée ici. Je voulais voir de mes propres yeux à quoi ressemblait cette ferme où l'on échange les femmes contre du confort. » Pierre sentit une colère sourde monter en lui. Il se planta devant l'intrus, les bras croisés. « Vous n'avez rien à faire ici. Si vous avez un message à transmettre, adressez-vous à elle avec respect ou partez. » Julien haussa les épaules, balaya l'endroit du regard. « J'imagine que vous vous êtes cru chanceux. Une femme comme elle, si docile, si mystérieuse. Mais attention, les belles enveloppes cachent souvent des tempêtes. » Élodie tourna le dos sans un mot, rentra dans la maison. Pierre ne bougea pas.
Je ne vous laisserai pas l'insulter chez moi. » Julien eut un ricanement léger. « Elle ne vous a donc rien dit ? Aucun homme ne l'a voulu. Pas parce qu'elle est discrète, mais parce qu'elle vous regarde comme si elle lisait vos faiblesses à travers vos os. Les hommes n'aiment pas se sentir transparents. » Pierre fit un pas en avant. « Vous avez 5 secondes pour dégager de ma propriété. » Le ton ne souffrait aucun doute. Julien comprit qu'il avait franchi la limite. Il recula, haussa les mains en signe de fausse paix, puis repartit sans se presser, savourant sa dernière provocation. Pierre resta un moment immobile dans la cour, les mâchoires serrées. Il n'avait pas compris tous les sous-entendus, mais il avait vu dans les yeux d'Élodie une blessure ancienne que cette visite venait de rouvrir avec une cruauté méthodique. Il entra dans la maison, trouva Élodie assise dans un coin de la cuisine, les mains posées à plat sur ses genoux. Elle ne pleurait pas, elle ne tremblait pas, mais elle était figée, comme si un poids invisible venait de s'abattre sur elle. Il resta debout quelques instants, ne sachant pas s'il devait parler ou se taire. « Il ne reviendra pas, dit-il enfin. » Elle acquiesça sans lever les yeux. « Je ne voulais pas qu'il vienne. Je ne pensais même pas qu'il savait où j'étais. » Pierre s'approcha lentement, tira une chaise, s'assit en face d'elle. « Qui est-il vraiment ?» Elle inspira lentement. « Un homme qui m'a courtisé il y a quelques années. Il voulait une femme docile, mais pas silencieuse. Il voulait du mystère, mais pas trop. De la beauté, mais sans l'intensité. Il voulait quelque chose que je n'étais pas. Et quand il l'a compris, il m'a humilié. Comment ? Il m'a présenté à ses amis comme un objet rare, mais inutilisable. Il disait que j'étais inquiétante. Il riait de mon calme, disait que je le mettais mal à l'aise, parce que je ne réagissais jamais comme il l'attendait. Alors il a raconté des choses, des rumeurs, et les autres ont suivi. C'est comme ça que mon nom est devenu synonyme de méfiance. Pierre sentit un mélange de rage et de tristesse l'envahir. « Tu n'as jamais rien dit à personne ? À qui, dans ces villages, les hommes parlent entre eux. Et les femmes, si elles se défendent, sont traitées d'hystériques. Alors j'ai préféré partir, me taire. » Un silence épais s'installa. Il n'était pas gênant, mais il pesait lourd. Pierre se rendait compte, avec brutalité, de l'étendue du rejet qu'elle avait dû encaisser. Et il comprenait aussi pourquoi elle avait tant de mal à se livrer. Ce n'était pas de la froideur, c'était de la protection. « Tu pensais repartir après ce qu'il a dit ?» demanda-t-il. Elle le regarda pour la première fois depuis le départ de Julien. Son regard était ferme. « J'y ai pensé, oui, parce que je ne veux pas être un poids, je ne veux pas qu'on pense que je me suis imposé. » Il secoua la tête. « Tu ne t'es pas imposé. Tu es ici parce que j'ai dit oui. Et si quelqu'un doit partir, ce ne sera pas toi. » Elle ferma les yeux une seconde, inspira profondément. « Je n'ai jamais eu d'endroit où on me disait ça. Tu l'as maintenant. » Ce n'était pas une déclaration. Ce n'était pas une promesse. Mais c'était pour la première fois une position claire. Pierre ne savait pas encore ce qu'il ressentait exactement pour elle, mais il savait ce qu'il refusait. La laisser être blessée encore, humiliée encore. Il ne voulait pas devenir un homme de plus sur la liste de ceux qui n'avaient pas su la voir. Dans les jours qui suivirent, Élodie resta plus discrète encore. Elle travaillait avec une application presque rigide, parlait peu, riait encore moins. Pierre ne la pressa pas. Il lui laissa l'espace de son silence, le respect de son rythme. Mais lui, il changeait. Il devenait plus attentif. Il préparait parfois le déjeuner. Il posait des questions banales, juste pour qu'elle sente qu'elle pouvait parler. Il n'attendait pas de confidence. Il voulait juste qu'elle sache qu'il était là. Et peu à peu, sans bruit, elle reprenait sa place. Pas celle qu'on lui avait assignée. Pas celle que les autres voulaient qu'elle occupe. Mais celle qu'elle construisait à sa manière, avec la lenteur et la précision de quelqu'un qui a trop souvent dû tout recommencer. Les jours qui suivirent la visite de Julien furent empreints d'une tension sourde. Rien ne fut dit entre eux à ce sujet, ni le soir ni le matin. Les gestes restèrent les mêmes, les routines aussi, mais une ombre flottait dans les regards. Élodie travaillait avec la même régularité, la même précision, mais son énergie semblait comme réduite. Pierre l'observait de loin, la voyant aller et venir entre les plants, la maison, les ruches, sans qu'un seul mot de trop ne lui échappe. Elle n'attendait rien, ne se plaignait pas. Mais il sentait que quelque chose s'était replié en elle, comme un animal blessé qui retourne dans sa tanière. Et lui, de son côté, ne savait pas comment réparer ce qui avait été fissuré. Il n'avait jamais été doué pour les mots. Toute sa vie, il avait agi avec les mains, avec la terre, avec les faits. Mais ce qu'elle vivait, ce qu'elle portait,
demandait autre chose, un type de présence plus subtil, une écoute qui ne se dit pas mais qui se prouve lentement, avec constance. C'est alors qu'il décida de lui parler, vraiment, pas sur un ton d'enquêteur, pas avec des questions, mais avec ce qu'il n'avait jamais dit à personne depuis des années. Un soir après le dîner, alors qu'ils prenaient le café sur le perron, Pierre posa sa tasse sur la marche, regarda droit devant lui et commença à parler, les yeux fixés sur l'horizon. « Claire, ma femme, elle est morte il y a 5 ans, d'un cancer des os. C'était rapide, elle a souffert, et moi, j'ai rien pu faire. » Il n'attendit pas de réaction. Il savait qu'elle écoutait. Il poursuivit. « Elle était douce, Claire, mais pas silencieuse comme toi. Elle parlait beaucoup. Elle remplissait les vides. Et moi, je n'ai jamais su faire pareil. C'est elle qui tenait le lien entre nous deux et le reste du monde. Quand elle est partie, j'ai tout fermé. Les volets, les portes, le cœur. » Il se tourna légèrement vers Élodie, dont le profil restait calme, concentré. « Quand tu es arrivé, j'ai cru que tu étais comme un test, comme si quelqu'un voulait voir si j'étais encore capable de laisser entrer quelqu'un. Et j'ai résisté. Pas à cause de toi, à cause de moi. Parce que j'avais peur que ton silence me fasse revivre le sien. Mais ce n'est pas le même. Le tien, il protège. Le sien, il s'éteignait. Il se tut un moment. » Élodie tourna enfin la tête vers lui. « Je n'essaie pas de remplacer qui que ce soit. » Il hocha lentement la tête. « Je sais. Et c'est pour ça que je te parle. » Le vent souffla légèrement entre eux, soulevant une poussière fine qui se perdit dans l'air chaud. Ce soir-là, ils restèrent assis là sans parler davantage, mais tout avait changé. Ce n'était pas un aveu, c'était une passerelle. Le lendemain matin, Pierre l'attendait dans la cuisine avec 2 bols de café fumant. Il les avait préparés lui-même. Elle entra, surprise, et le remercia d'un simple regard. Ce jour-là, ils prirent le petit déjeuner ensemble, sans tension, sans calcul. Une normalité nouvelle s'installait entre eux. Les jours suivants virent naître une série de gestes infimes qui, mis bout à bout, dessinaient une transformation réelle. Ils déjeunaient côte à côte, parfois échangèrent des anecdotes de la journée. Ils commencèrent à faire les courses ensemble, à discuter des légumes à planter, à décider ensemble des tâches à faire. Et surtout, ils rirent. Une fois d'abord, lors d'une panne d'eau où Pierre s'était retrouvé trempé en tentant de réparer une canalisation. Élodie avait ri, franchement, un son léger et rare, presque irréel. Puis lui aussi. Et le rire avait effacé, pour un instant, toutes les couches de méfiance. Ce n'était pas encore de la complicité, mais c'était un début d'humanité partagée. Un matin, alors qu'ils travaillaient ensemble au potager, Pierre, les mains dans la terre, se mit à raconter une histoire de jeunesse. Un souvenir maladroit d'une fois où il avait renversé une ruche par accident. Élodie, accroupie à ses côtés, l'écoutait sans interrompre. Lorsqu'il eut fini, elle raconta à son tour un souvenir de son enfance, une anecdote de poule qui s'était échappée et qu'elle avait dû poursuivre à travers le village. Le ton était léger. Il riait doucement, comme s'il découvrait la saveur d'une vie normale. Pierre comprenait peu à peu qu'Élodie n'était pas une énigme à résoudre, mais une personne entière, avec une logique différente de celle qu'il avait connue. Elle ne cherchait pas à séduire, ni à convaincre. Elle proposait une autre manière d'être, plus sobre, plus stable, mais profondément présente. Et cette présence-là devenait précieuse, non pas parce qu'elle lui manquait quand elle n'était pas là, mais parce qu'elle lui apportait quelque chose qu'il croyait disparu, le sentiment de pouvoir partager sans expliquer. Un soir, ils dînèrent dehors, à la lumière décroissante du jour. Ils avaient implanté de nouveaux arbustes, et les mains encore couvertes de terre, ils s'étaient installés à une petite table. Pierre lui servit un verre de vin. Ils trinquèrent, sans discours. « Merci d'être resté », dit-il simplement. Elle le regarda, sans détour. « Merci de m'avoir laissé rester. » Et ce soir-là, il comprit que quelque chose de fondamental avait changé. Ce n'était plus une relation fondée sur l'accord initial ou sur une nécessité. C'était un choix, de part et d'autre. Lent, prudent, mais réel. Le lendemain, alors qu'il écrivait quelques notes sur un carnet pour organiser les récoltes, il vit son écriture changer légèrement. Plus arrondie, plus douce. Il sourit en silence, comprenant que ce changement-là, infime, reflétait un apaisement intérieur qu'il n'avait pas connu depuis des années. Élodie, de son côté, commençait à transformer la maison à sa manière. Rien de radical. Un rideau lavé et remis avec soin. Une étagère déplacée pour mieux capter la lumière.
Un pot de fleurs sur le rebord d'une fenêtre. Elle ne prenait pas possession de l'espace. Elle l'habitait avec délicatesse. Et Pierre, chaque jour, se découvrait un peu plus attaché à ces petits détails. Il attendait ses pas le matin, la façon dont elle ouvrait les volets, son rire discret lorsqu'elle entendait un bruit de chat dans la grange. Il ne se disait pas qu'il tombait amoureux. Ce mot lui paraissait encore lointain, peut-être inadapté. Mais il savait que s'il se réveillait un jour sans elle dans cette maison, le vide serait plus profond que tous ceux qu'il avait connus. La vie à deux ne s'était pas imposée. Elle s'était tissée, fil par fil, par ses gestes minuscules, ses silences partagés, ses regards qui ne demandaient rien mais disaient tout. Pour la première fois depuis longtemps, Pierre n'avait plus peur de ce qu'il ressentait. Et dans les yeux d'Élodie, il croyait voir une même reconnaissance, discrète mais vibrante. La sécheresse était arrivée de façon implacable. Depuis plusieurs semaines, le ciel avait refusé de pleuvoir, et les nuages semblaient s'être ligués pour ignorer la Provence. Les champs de lavande, qui d'ordinaire ondulaient sous la brise comme une mer violette, commençaient à brûler sous l'été impitoyable. Pierre se levait chaque matin avec un poids nouveau dans la poitrine. Il inspectait les rangs, touchait les tiges desséchées, écoutait les abeilles s'agiter dans leurs ruches surchauffées. L'angoisse de la perte rampait à travers les sillons de la terre. Il avait toujours su que ce métier n'était pas tendre. La terre exigeait respect, permanence, vigilance. Mais cette fois, il ne s'agissait plus de monomaniques efforts, il s'agissait de survie. Élodie, de son côté, percevait sans mots le changement d'atmosphère. Elle continuait de se lever tôt, de remplir ses corvées, d'aider à la ferme. Elle n'évoquait pas ses inquiétudes, mais ses gestes étaient plus nombreux, ses efforts plus visibles. Elle arrosait les plants à la limite, réparait le système d'irrigation, nettoyait l'équipement ancien, rappelait à Pierre de vérifier les joints. Il la voyait parfois penchée sur une canalisation, le front plissé, les mains tachées de terre et d'huile. Il se demandait comment elle pouvait rester aussi calme. Et surtout, pourquoi il s'inquiétait de sa présence comme s'il en dépendait. Un après-midi, alors que la chaleur atteignait son paroxysme et que le ciel était d'un bleu figé, la pompe principale céda. Un bruit sec, un crissement de métal contre métal, un jet d'eau à peine visible, et puis le vide. Pierre lâcha l'outil, un juron entre les dents, et s'agenouilla près de la pompe. Il tapota le tuyau endommagé, sentit la chaleur monter en lui, la peur l'envahir. Sans eau, la récolte était condamnée. Toute l'année de soins, de patience, de coupe précise, tout cela risquait de tomber en poussière. Quand Élodie arriva au bout du rang, elle le trouva figé, le dos courbé, les paumes posées sur le sol sec. Elle ne dit rien. Elle s'approcha sans bruit, posa une main sur son épaule. Ce contact simple brisa l'isolation, mais il ne dit rien non plus. Le silence entre eux, désormais, portait plus que des mots. Elle releva doucement les yeux, regarda les rangs. Elle vit la pompe cassée, les gouttes d'eau erratiques, les tiges flétries. Elle ne pleura pas, elle ne posa pas de questions. Elle agissait. Elle releva la manche, fouilla dans son panier d'outils, sortit une clé, ajusta un robinet, remplaça un joint, puis ensemble, ils redémarrèrent le mécanisme. L'eau ne jaillit pas immédiatement. Le bruit resta faible. Ils durent attendre, tester, recalibrer. Le soleil descendait, les ombres s'allongeaient. Et la pompe redémarra lentement, un filet d'eau s'écoula. Ce ne fut pas une victoire éclatante, mais c'était déjà quelque chose. Une preuve qu'ils pouvaient agir. Le soir venu, ils s'assirent sur la terrasse, face au champ. L'air était tiède. Le silence était nouveau. Il portait la fatigue, mais aussi une lueur de solidarité. Pierre regardait Élodie et réalisa qu'il ne l'avait jamais vue aussi impliquée, aussi présente dans sa bataille. Il pensa qu'il ne l'avait jamais vraiment vue auparavant. Ce n'était plus la femme qui l'avait accueillie, c'était une alliée. Cependant, malgré cette brève victoire, l'inquiétude demeurait. Les plants, même arrosés, montrèrent des signes de faiblesse. Le sol restait dur, les racines tiraient de plus en plus. Le temps jouait contre eux et la communauté autour, bienveillante mais inquiète, commençait à murmurer. Les ventes allaient chuter. L'export vers les marchés de Provence, où leur lavande était appréciée, risquait d'être compromise. Les employés saisonniers parlaient à voix basse. Les fournisseurs respectifs faisaient pression. La pression financière retomba comme une masse sur l'épaule de Pierre. Quelques jours plus tard, une tranche de la production fut perdue. Les fleurs fanèrent avant la coupe.
l'huile essentielle perdit sa qualité, le stock promis chantait un échec. Pierre se sentit affaissé dans son fauteuil. Il tenait une tasse de café tiède qu'il n'avait presque pas touchée. Élodie entrait, l'observait un instant, puis, sans bruit, posa une seconde tasse à côté de la sienne. Il la regarda. Il ne sentit pas la pitié. Il sentit autre chose, reconnaissance, respect et une douleur partagée. Il but d'un trait, inspira profondément, puis il posa la tasse. Il murmura « Je ne savais plus comment faire pour ne pas tout perdre ». Elle s'assit en face, plaça ses mains sur la table. « Nous allons trouver un moyen ». Il la fixa. Il y avait tant de choses dans cette phrase, une promesse silencieuse, une solidarité soudée, un choix de ne pas céder. Il ressentit alors que cette ferme, cette vie qu'il avait bâtie seul, ne lui appartenait plus uniquement. Elle appartenait à eux. Les jours suivants, ils travaillèrent côte à côte dans les champs, les deux déterminés à limiter les dégâts. Ils contactèrent des voisins, des agriculteurs aux fermes voisines, sollicitèrent des conseils, testèrent de nouvelles méthodes d'arrosage, déplacèrent certains plants vers une zone plus fertile, mirent des bâches pour retenir la rosée. Chaque nuit, Pierre rentrait tard, épuisé, mais avec la conscience qu'il n'était plus seul. Et chaque matin, il se réveillait avec la présence d'Élodie à ses côtés, déjà debout, déjà au travail. Le sommeil, pour lui, était devenu un espace partagé. Et cela changeait tout. Il y eut des moments de regret, de colère contre l'injustice du climat, contre la fragilité de la terre, contre ses propres erreurs. Il y eut des discussions tardives, des larmes qu'il n'avait jamais versées depuis longtemps. Et elle était là. Elle ne lui offrait pas de solution facile, juste sa constance, sa loyauté, sa présence. À l'approche de la date de la récolte, alors que les fleurs dans certains rangs se relevaient un peu, il prit la main d'Élodie, un geste qu'il fit sans réfléchir, presque instinctivement. Elle ne retira pas sa main, et dans ce contact discret se lisait tout ce qu'il n'avait pas encore dit. Il ne prononça rien, elle non plus. Le temps s'étirait, rempli d'un espoir brisé et reconstruit. La nuit précédant la coupe finale arriva. Le vent soufflait doucement. La lune se glissait derrière les collines. Ils restèrent longtemps dehors, debout parmi les lavandes, sans parole. Le calme semblait plus sérieux que toute discussion. Ils se tenaient là ensemble, conscients que ce jour-là ne serait pas seulement une récolte. Ce serait un test, un témoignage de ce que devenait leur lien. Ensemble, dans l'épuisement, l'incertitude, ils avaient choisi de ne pas fuir. Et lorsque l'aube se leva, les rangs s'étendaient, silencieux, prêts à être travaillés. Pierre prit une profonde inspiration. Il ne doutait plus de lui. Il ne doutait plus d'eux. Il ne pouvait plus imaginer cette ferme sans elle. Le soleil se leva, immuable. Le chant des abeilles redoubla. Et ils commencèrent. Ceux qui passèrent par là virent deux silhouettes, un homme et une femme, avançant côte à côte entre les lavandes défaites, mais encore dignes. Le vent portait un parfum mêlé de lavande et de terre sèche. Le jour venait, chargé d'incertitude, mais aussi d'une force nouvelle. Le calme revenu sur la ferme avait une texture différente. Ce n'était plus la tranquillité rigide des débuts, faite de distance et de silence prudent, mais un apaisement né de l'effort partagé. La sécheresse n'avait pas tout emporté. Une partie des lavandes avait survécu grâce aux efforts communs. L'odeur dans les champs n'avait pas la même intensité que les années précédentes, mais elle portait une vérité nouvelle, celle du travail sauvé et de l'échec par deux volontés alliées. Pierre et Élodie ne se comportaient plus comme deux inconnus cohabitant par nécessité. Ils formaient un duo silencieux mais efficace, un lien tissé dans les gestes simples, dans les silences habités, dans les regards qui savaient désormais reconnaître les failles sans chercher à les combler par des mots creux. Un matin, alors que Pierre réparait un volet au fond de la maison, Élodie entreprit de ranger son bureau, qu'il n'avait pas touché depuis plusieurs mois. Il y entreposait de vieux papiers, des carnets de récolte, des factures non classées, des outils, parfois oubliés là dans l'urgence d'une journée. Elle ne fouillait pas, elle triait, nettoyait, mettait de l'ordre dans ce que lui-même n'avait jamais pris le temps de faire. Elle connaissait maintenant suffisamment Pierre pour savoir qu'il ne lui en voudrait pas, tant qu'elle respectait ses affaires et sa mémoire. En ouvrant le dernier tiroir d'un meuble ancien, elle trouva une petite boîte en bois, sans cadenas, à peine refermée. Elle hésita, puis l'ouvrit. À l'intérieur, des lettres anciennes, quelques photos jaunies, des cartes postales.
Tout respirait la mémoire de Claire. Élodie referma la boîte sans insister. Mais à côté, pliée avec soin, une enveloppe non cachetée attira son regard. Elle reconnut immédiatement son écriture. C'était une lettre qu'elle avait écrite plusieurs semaines auparavant, dans les jours qui avaient suivi son installation, et qu'elle avait décidé de ne pas donner. Elle pensait l'avoir jetée, mais elle l'avait probablement laissée sur le bureau, et Pierre, sans y prêter attention, l'avait rangée là, avec les papiers sans importance. Elle hésita longuement à la lire. C'était étrange, presque inconfortable, de redécouvrir ses propres mots comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Finalement, elle s'assit, déplia doucement la feuille et lut. Dans cette lettre, elle remerciait Pierre, non pas pour l'avoir accueilli, ni pour lui avoir offert un toit, mais pour l'avoir regardée sans chercher à la définir. Elle écrivait qu'elle n'avait jamais été choisie pour ce qu'elle était, seulement pour ce qu'elle semblait représenter. Et qu'à la ferme, pour la première fois, elle avait eu l'impression d'être vue, non jugée ni mesurée. Elle parlait aussi de son désir de ne pas être une présence pesante, de sa crainte constante de gêner, de décevoir, de ne pas être assez utile. Elle terminait par une phrase simple « Je ne vous demande rien, je suis juste reconnaissante d'avoir été regardée comme une personne ». Pierre, qui était revenu dans la maison en silence, se tenait à l'entrée du bureau. Il l'observait sans bruit, comprenant à son visage qu'elle lisait quelque chose d'intime. Lorsqu'elle leva les yeux, surprise, il hocha simplement la tête. « Je l'ai trouvée là un jour, dit-il. Je ne savais pas si elle m'était destinée. Mais je l'ai lue. » Elle resta immobile. « Je ne pensais pas que vous l'aviez gardée. Je garde tout ce qui me fait réfléchir. » Il s'approcha, s'assit lentement en face d'elle. « Cette lettre m'a réveillée. Elle m'a montré que tu étais déjà là, bien avant que je sois capable de le voir. Elle m'a montré que j'avais été aveugle à ta présence, alors que tu essayais de t'intégrer sans t'imposer. » Élodie replia doucement la feuille. « Je pensais partir ce jour-là. Et moi, j'étais prêt à te laisser partir, par lâcheté, par peur. Mais cette lettre, elle m'a forcé à me regarder en face. » Un silence doux suivit, comme une respiration retenue qui trouve enfin un espace pour s'exhaler. Pierre reprit. « Je sais que je n'ai pas encore tout réparé, ni avec moi ni avec toi. Mais je veux que tu saches que si tu restes, ce n'est plus par accord, par nécessité ou par habitude. C'est parce que tu as ta place ici, et pas seulement dans cette maison, dans ma vie. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle rangea la lettre, referma le tiroir, puis elle se leva, le regarda longuement. « Je suis restée pour la même raison, parce que je n'avais plus besoin de justifier ma présence. » Ce jour-là, rien ne fut dit de plus, mais tout fut compris. La lettre jamais remise avait rempli sa fonction sans bruit. Elle avait été une clé, non pas une déclaration, ni une plainte, mais une main tendue dans le vide. Et Pierre l'avait saisie. Dans les jours qui suivirent, une nouvelle dynamique s'installa. Il travaillait toujours autant, mais les gestes avaient changé. Ils ne se contentaient plus de se répartir les tâches. Ils collaboraient, décidaient ensemble, partageaient les doutes comme les idées. Élodie proposa de réorganiser une partie du stockage de lavande pour limiter les pertes. Pierre accepta sans discuter, lui laissant l'espace d'agir. Elle dessina des plans, contacta un artisan local, coordonna les travaux. Pour la première fois, elle était non seulement reconnue, mais écoutée. Un soir, à la lumière d'une lampe à pétrole, ils relisaient les comptes ensemble. Les pertes dues à la sécheresse étaient importantes, mais pas irrémédiables. Grâce à une gestion prudente, à quelques ventes maintenues, à un réseau local plus actif, ils pourraient tenir. Élodie nota quelques chiffres, ajusta une marge, ajouta une ligne de dépenses prévue pour le mois suivant. Pierre l'observait, fasciné par cette femme qu'il avait crue un jour étrange, presque inquiétante, et qui s'était révélée être le cœur battant de leur nouvelle vie. Il pensa à la lettre encore une fois. Et il se dit que certains mots, même s'ils ne sont jamais lus à haute voix, peuvent changer une trajectoire entière. Non parce qu'ils crient, mais parce qu'ils nomment l'indicible avec une vérité tranquille. Ce soir-là, alors qu'il fermait le classeur de comptes, Pierre murmura « Tu sais, je crois que je n'ai jamais autant attendu de lire une lettre que celle-là. » Élodie le regarda. « Et moi, je n'ai jamais autant redouté qu'on la lise. » Ils se sourirent. Un vrai sourire, sans défense. La lettre avait été écrite dans le doute, lue dans le silence, conservée comme un trésor, et elle avait sauvé bien plus que des mots, elle avait permis à deux solitudes de se reconnaître enfin. Dès les premiers jours d'août, une agitation nouvelle traversa les terres de la ferme Morel.
La sécheresse avait laissé ses marques, certes, mais Pierre refusait de se résigner à la perte. Ce n'était pas la première fois qu'il affrontait l'imprévisible, mais cette fois, il n'était plus seul. Et cette réalité changeait tout. Élodie, sans formuler de promesses ni de grandes stratégies, s'impliquait dans chaque décision, chaque mouvement, chaque geste nécessaire pour maintenir la ferme en vie. Il n'avait plus besoin de s'expliquer. Un regard suffisait pour que l'un comprenne ce que l'autre allait faire. Pierre, d'un naturel réservé, prit une décision qu'il n'aurait jamais envisagée auparavant. Il convoqua une réunion avec plusieurs agriculteurs du village et des environs. L'objectif, organiser une mobilisation commune pour construire un système d'irrigation d'urgence. Un vieux canal abandonné, serpentant à quelques kilomètres de là, pouvait potentiellement être réactivé. Il ne suffirait pas à sauver toute la récolte, mais au moins à garantir l'essentiel. Pour y parvenir, il fallait l'accord de tous, des outils, des bras, du temps et de la confiance. La réunion eut lieu un dimanche matin, dans la grange aménagée pour l'occasion. Certains arrivèrent avec scepticisme, d'autres par simple curiosité. Beaucoup connaissaient Pierre, mais peu l'avaient vu ainsi, à l'initiative, presque combatif. Élodie, discrète comme toujours, resta en retrait, mais suivait chaque mot, chaque réaction. Pierre prit la parole avec sa voix ferme sans chercher à impressionner. Il expliqua les pertes, les dangers, mais surtout les solutions possibles. Il ne demanda pas d'aide pour lui-même. Il proposa un effort collectif, un plan clair, une mutualisation des moyens. À sa grande surprise, plusieurs voix s'élevèrent en soutien. Des anciens, des jeunes, des producteurs voisins. Le souvenir de la solidarité entre fermes n'était pas totalement mort, et Pierre n'avait jamais usé de son influence. On l'écouta donc, on discuta, on valida les étapes. Puis, les premiers engagements arrivèrent. Un tracteur ici, des tuyaux là, un ouvrier pour creuser, un autre pour souder. L'enthousiasme, d'abord tiède, grandit à mesure que chacun comprenait que cette initiative, loin d'être un sauvetage isolé, pouvait inspirer une méthode pour l'avenir. Élodie, en sortant de la réunion, se posta à ses côtés. « Tu as fait ça seule, dit-elle calmement. Il la regarda. « Je n'aurais jamais osé sans toi. » Ce simple échange résumait ce que tous deux commençaient à admettre intérieurement. Le lien entre eux n'était plus seulement intime. Il devenait visible, opérationnel. Il transformait les autres aussi. Les travaux commencèrent dès le lendemain. La chaleur était toujours aussi sèche, le ciel aussi impitoyable, mais il y avait une énergie nouvelle dans les gestes. Élodie dirigeait certains groupes avec une efficacité tranquille. Pierre, sur le terrain, supervisait les tranchées, les raccords, les tests. Il n'y avait pas de temps pour la fatigue, ni pour les doutes. Pendant 10 jours, le chantier battit son plein. Et au 11e jour, l'eau coula. Pas en torrent, mais suffisamment pour irriguer une large partie du terrain. Les plants encore debout se redressèrent. L'odeur revint, moins forte, plus sèche, mais vivante. Le soir même, Pierre invita tous les participants à un repas sous le vieux hangar. Une grande table fut dressée, des bancs installés, des plats préparés par les femmes du village. Le vin circulait, les voix montaient, les rires aussi. Pierre restait lui-même discret, mais cette fois, il ne fuyait pas. Il restait là, assis au milieu des autres, les manches retroussées, un verre à la main. Élodie, à sa droite, discutait avec une voisine, souriait sans réserve. Pour la première fois, elle semblait vraiment faire partie de ce monde. Lorsque la musique commença, improvisée avec un vieil accordéon et quelques chansons locales, certains dansèrent. Pierre observa un moment. Il ne dansait jamais. Il n'avait jamais su. Claire le taquinait parfois, mais elle n'avait jamais insisté. Ce soir-là, pourtant, il se leva, contourna la table, s'approcha d'Élodie et lui tendit la main. « Je ne sais pas danser, dit-il simplement. » Elle prit sa main sans hésiter. « Moi non plus, alors ce sera plus juste. » Ils dansèrent lentement, maladroitement. Les autres regardaient avec bienveillance, mais personne ne dit rien. Les pas étaient hésitants, les gestes retenus, mais dans chaque mouvement, il y avait une pudeur partagée, une vérité silencieuse. Pierre la tenait contre lui sans chercher à dominer la danse. Il suivait son rythme, son souffle. À la fin de la chanson, il se pencha vers elle, murmura à son oreille « Je ne t'ai pas acheté, je ne t'ai jamais possédé, j'ai eu la chance que tu sois resté. » Elle releva le regard, le fixa. « Ce n'est pas la chance, c'est un choix. » Il sourit, sans répondre. Ce n'était plus un doute. Ce n'était plus un jeu d'équilibre fragile.
Leur lien avait résisté à l'épreuve la plus difficile. Pas seulement celle de la terre, mais celle des intentions. La nuit s'étira, douce et tranquille. Au moment de ranger les tables, Pierre et Élodie restèrent seuls un instant sous le hangar. La lumière tamisée des lanternes révélait les traits fatigués, les mains abîmées, les vêtements poussiéreux. Et pourtant, ils étaient debout, plus solides que jamais. Pierre prit sa main de nouveau, pas pour danser, juste pour la tenir, comme on tient une évidence, comme on reconnaît un cap. Ce soir-là, il ne parla pas d'avenir, il ne fit aucune promesse, mais dans sa manière de rester auprès d'elle, de marcher à son rythme, de ne jamais lâcher sa main, il dit tout ce qu'il y avait à dire. Et elle, dans son silence, répondit exactement la même chose. Ce n'était plus un hasard, ce n'était plus un accord, c'était une construction, et elle ne faisait que commencer. L'air s'était allégé sur la ferme, les lavandes sauvées, les terres réorganisées, la coopérative locale consolidée et les liens entre voisins réactivés composaient désormais un équilibre nouveau. Élodie et Pierre travaillaient en rythme, comme deux figures qui avaient appris à respirer ensemble. Les gestes du quotidien étaient devenus simples, précis, parfois accompagnés d'un mot, souvent d'un regard. Rien n'était exagéré, mais tout devenait essentiel. Le temps s'étirait entre les récoltes, les repas partagés, les comptes tenus à jour, les projets discutés à voix basse, parfois le soir devant un carnet ou autour d'un café noir. Mais ce calme presque parfait allait être soudainement secoué. Un matin, la sœur de Pierre, Marie, arriva sans prévenir, accompagnée d'un homme qu'il n'avait pas vu depuis des années, Antoine Roussel, un journaliste de Lyon, spécialisé dans les modes de vie ruraux, qui préparait une série de portraits sur les petits producteurs ayant résisté aux crises climatiques. C'était un homme d'une quarantaine d'années, vêtu simplement mais à l'œil vif, au carnet toujours prêt dans la poche de chemise. Il avait entendu parler par Marie de la mobilisation autour de la ferme, de la survie de la lavande, de cette petite révolution silencieuse menée par un homme qu'on croyait retiré du monde. Il voulait en faire un article. Pierre, d'abord réticent, accepta par respect pour sa sœur. Il n'était pas friand de projecteurs, mais si cela pouvait valoriser le travail collectif, il était prêt à faire un effort. Le journaliste passa 2 jours sur place. Il observa, posa des questions, prit des photos du terrain, s'attarda sur le système d'irrigation improvisé, sur les outils anciens modernisés, sur les plantes en phase de repousse, mais c'est lorsqu'il croisa Élodie qu'un événement inattendu se produisit. Elle revenait de la grange, un panier à la main, des fleurs cueillies au lever du jour. Antoine, en la voyant, s'arrêta net. Son visage changea, comme frappé par une reconnaissance soudaine. « Vous, attendez, je vous connais. Vous êtes la femme de la peinture. » Élodie s'immobilisa, surprise, le regard tendu. Pierre se redressa, attentif. « Quelle peinture ?» demanda-t-il. Antoine sortit son téléphone, fouilla dans sa galerie, puis montra une image. Une toile. Une jeune femme, assise près d'une fenêtre, les mains croisées sur les genoux, un châle sur les épaules, le regard tourné vers le dehors. L'expression du visage, l'ovale des yeux, la lumière sur les cheveux, tout était Élodie. Ce n'était pas une ressemblance. C'était elle, capturée sans artifice, dans un style impressionniste moderne signé d'un peintre discret mais influent, connu dans certains cercles d'art parisiens. Ce tableau, expliqua Antoine, a circulé dans plusieurs galeries indépendantes à Paris il y a quelques années. L'artiste n'a jamais révélé le nom du modèle. Les gens pensaient que c'était une muse inventée, une sorte de représentation de la solitude féminine. Il a même reçu un prix pour cette série de portraits. Et maintenant, je découvre que cette femme existe réellement. Que c'est vous. Élodie baissa les yeux. Son silence était chargé, lourd. Pierre sentit son cœur accélérer. Ce n'était pas du scandale, mais c'était un pan entier de son histoire qui venait de se révéler sans avertissement. « C'est un vieux souvenir, dit-elle enfin. Je n'ai jamais su que ce tableau avait été montré. Il m'avait demandé de poser un jour. C'était un ami d'un ami. Je pensais que c'était pour son usage personnel. Je n'ai jamais été informé de la suite. » Antoine, sincèrement désolé, referma l'écran. « Je ne voulais pas créer de malaise, mais c'est étonnant. La femme dans le tableau a fasciné tout un milieu, et la savoir ici, sur une ferme, après tout ce que vous avez vécu. C'est presque une fable moderne. » Pierre, silencieux jusqu'ici, intervint. « Ce n'est pas une fable,
C'est une femme, et ici, elle n'a pas à représenter quoi que ce soit. » Antoine acquiesça, respectueux. « Bien sûr. Mais je crois que vous ne réalisez pas. Cette œuvre a été discutée dans des revues d'art. Il y a des gens qui cherchent encore à savoir qui elle est. » Le journaliste repartit le lendemain. L'article, il l'avait dit, serait centré sur la résilience de la ferme. Il ne mentionnerait pas la peinture par respect. Mais Pierre sentait que quelque chose avait bougé. Depuis cette révélation, Élodie semblait plus distante. Non pas fermée, mais préoccupée. Elle continuait à faire ce qu'il fallait, mais avec une concentration presque forcée. Elle ne fuyait pas. Elle attendait. Le soir, ils dînèrent en silence. Après avoir rangé les assiettes, Pierre la rejoignit sur la terrasse. « Tu veux en parler ?» Elle réfléchit un instant. « Je n'ai jamais su que ce tableau avait circulé. J'ai vécu des mois à Paris à une époque. Je faisais des petits boulots. J'étais logé chez une connaissance. L'artiste en question m'avait demandé de poser une fois. Il n'y avait pas d'argent, juste du thé, un moment calme. Je ne pensais pas que ça allait devenir public. Tu aurais aimé qu'il te prévienne ? Pas vraiment. Je ne sais même pas ce que j'aurais fait avec cette information. Ce qui me dérange, c'est ce que ça dit de moi aux yeux des autres. Comme si j'étais encore une image à interpréter, une silhouette à commenter. » Pierre comprenait. Il connaissait cette peur, cette colère sourde contre ceux qui s'approprient des morceaux de vous sans demander, sans comprendre. Ici, tu n'es pas une peinture, tu es Élodie, et c'est tout ce qui compte. Elle le regarda longtemps, puis dit, d'une voix calme, « J'ai peur que ce ne soit plus suffisant. » Il ne répondit pas. Il savait que ce n'était pas le moment pour des mots de consolation. La notoriété soudaine, même involontaire, même infime, pouvait réveiller en elle cette sensation d'être encore une fois exposée, commentée, rejetée ou désirée pour de mauvaises raisons. Et lui, il savait désormais que son rôle n'était pas de la protéger contre ce monde, mais de l'accompagner dans sa manière de lui faire face. Ce soir-là, il resta à ses côtés sans parler, parce que parfois, ce qu'on fait pour aimer, c'est simplement ne pas s'éloigner. Les jours qui suivirent la révélation du tableau furent à la fois calmes en apparence et agités dans l'intimité d'Élodie. Elle ne changea rien à sa routine. Elle se levait à la même heure, effectuait les mêmes tâches avec la même attention, échangeait les mêmes mots mesurés avec Pierre. Mais quelque chose au fond d'elle bouillonnait. Il n'était pas question de colère, ni même de honte. C'était plutôt une inquiétude, une tension intérieure née de la possibilité d'être arrachée à ce qu'elle avait construit, non par obligation, mais par un appel venu d'un autre monde, un monde qu'elle croyait avoir quitté sans regret. Le jeudi matin, une lettre arriva, une grande enveloppe blanche, adressée à Élodie Laurent, expédiée depuis Paris. Pierre la trouva dans la boîte en allant chercher le courrier. Il ne la lut pas, ne posa aucune question. Il la déposa simplement sur la table de la cuisine, à côté du bol de café d'Élodie. Lorsqu'elle descendit, elle reconnut immédiatement l'écriture. Ses doigts hésitèrent une seconde avant de saisir l'enveloppe. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, un courrier signé par une galeriste connue du Marais. Elle avait vu le tableau, elle avait été informée, via des contacts, que le modèle vivait désormais dans le Sud. Elle proposait un séjour à Paris, des séances de pose, une possible collaboration avec d'autres artistes. Le ton était courtois, l'offre honnête, rien de scandaleux, rien d'intrusif, mais une opportunité claire et inattendue. Élodie ne parla pas immédiatement de la lettre. Elle la relut plusieurs fois, la replia, la glissa dans un livre qu'elle gardait dans sa chambre. Ce n'est que le soir, après le dîner, qu'elle en parla à Pierre. Ils étaient dans la cuisine, les volets déjà tirés, la lumière jaune de la lampe au-dessus de la table créant une ambiance presque feutrée. « J'ai reçu une proposition, » dit-elle simplement, « à Paris, pour poser à nouveau. » Pierre leva les yeux de son carnet de comptes. Il ne dit rien. « Ce n'est pas une obligation, » précisa-t-elle. « Ils m'ont vu dans ce tableau, ils veulent que je revienne. » Il hocha lentement la tête. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» Elle réfléchit avant de répondre. « Je ne sais pas encore. Ce n'est pas Paris qui me fait peur, ce n'est pas le fait de poser. C'est ce que cela implique. Être regardé à nouveau, être interprété. Tu as peur qu'on te vole ton silence, dit Pierre. Elle sourit faiblement. Peut-être. Ou qu'on m'impose un sens. J'ai mis tant de temps à ne plus me sentir comme un mystère à résoudre. Il se leva, fit quelques pas vers la fenêtre, resta debout un moment. Je ne vais pas te retenir, Élodie. Ce n'est pas comme ça que je veux que tu restes.
Je veux que si tu restes, ce soit parce que tu l'as choisi, pas parce que tu as fui quelque chose. » Elle le regarda attentivement. Il ne suppliait pas. Il ne tentait pas de minimiser l'enjeu. Il disait la vérité avec la même droiture que lorsqu'il parlait de la terre, de la pluie, du vent. Le lendemain, elle resta longtemps dans les champs. Elle récoltait les dernières fleurs tardives, les mains plongées dans les tiges sèches. Le parfum n'était plus aussi vif, mais il persistait. Elle pensait à tout ce qu'elle avait trouvé ici, la stabilité, l'écoute, le droit d'exister sans justification. Mais elle pensait aussi à ce qu'elle avait perdu ou jamais exploré. Elle n'était plus la même femme qu'à son arrivée. Elle n'avait plus besoin de s'effacer pour être acceptée. Et peut-être que c'était pour cela qu'elle pouvait envisager de partir sans s'effondrer. Le surlendemain, elle demanda à Pierre de dîner dehors. Ils dressèrent une petite table dans le champ, à l'endroit où la lavande avait le mieux résisté. Le ciel était clair, l'air encore tiède malgré l'heure. Elle avait préparé un plat simple, un dessert discret. Elle s'était habillée sobrement, mais avec soin. Il l'attendait déjà, assis, un verre de vin dans la main. Il ne disait rien, mais tout dans son regard indiquait qu'il comprenait l'importance du moment. Ils mangèrent lentement. Aucun mot n'était précipité. À la fin du repas, elle posa sa main sur la table à quelques centimètres de la sienne. « Je ne vais pas partir. » Pierre ne bougea pas. Il attendait. « J'y ai réfléchi. Ce que cette lettre m'a offert, ce n'est pas une carrière. C'est une confirmation. Qu'on me voit, qu'on me reconnaît. Et maintenant que je sais que je suis libre d'y aller, je peux librement rester. » Il hocha la tête. Elle poursuivit. « Je ne resterai pas ici comme la femme qu'on n'a pas choisie ailleurs. Je resterai parce que j'ai été choisie ici. Par toi, non pour une image, mais pour ma manière d'être. Et parce que, à mon tour, je te choisis. » Il se pencha lentement vers elle, sans brusquerie. Il posa sa main sur la sienne. Il ne dit pas merci. Il ne dit pas « je t'aime ». Il dit avec une voix presque rauque « bienvenue chez toi ». Ce fut leur première nuit sans peur, sans doute. Ils ne firent pas de projet, ne parlèrent pas de demain. Ils restèrent simplement là, dans ce champ qui les avait vus se construire, l'un à côté de l'autre, à travers la rudesse, les silences, les gestes partagés. Et dans ce geste final, cette décision qu'elle avait prise sans pression, Pierre sut que leur histoire n'était plus une réponse à une solitude. C'était un choix, net, libre, réciproque. Les mois passèrent avec une lenteur volontaire, comme si le temps, comprenant la fragilité de ce qu'Élodie et Pierre avaient construit, avait choisi de ne plus presser leur journée. L'hiver fut doux, ponctué de matinées froides mais lumineuses, de soirées silencieuses autour de la table, de projets évoqués sans urgence. Ils avaient cessé de mesurer leur relation en fonction des attentes extérieures. Ce n'était ni un mariage traditionnel, ni une cohabitation utilitaire, ni même une idylle idéalisée. C'était une construction à deux, solide, progressive, ancrée dans le réel. À la fin du mois de février, alors que les premières pousses de lavande faisaient timidement surface, Pierre proposa une idée qu'il avait mûrie en silence. Ils étaient assis à l'extérieur, un cahier ouvert sur la table, des notes éparses sur les récoltes précédentes. Et si on ouvrait un atelier ici? Élodie tourna doucement la tête vers lui. Un atelier, un espace dans la vieille dépendance. Tu pourrais y peindre, ou y accueillir ceux qui veulent voir comment on travaille la lavande. Ou les deux. Tu ferais ce que tu veux. C'est ton espace. Elle resta silencieuse un moment. Pierre poursuivit, le ton posé. Ce ne serait pas pour faire joli. Ce ne serait pas pour attirer des touristes. Ce serait pour toi, parce que tu as ta place ici, et qu'elle mérite d'être visible, à ta façon. Élodie referma son carnet, le posa devant elle. Elle regarda la dépendance à quelques mètres de là. Une ancienne remise, solide, inutilisée depuis des années. Elle imagina la lumière y entrer, les toiles appuyées contre les murs, le parfum de la lavande s'y mêlant à l'odeur de la peinture. Ce n'était pas un rêve exubérant, c'était une continuité logique, un prolongement naturel de ce qu'elle était devenue ici. Elle hocha la tête. D'accord. Pierre ne demanda pas plus. Il sourit simplement, puis se leva pour aller chercher les clés rouillées de la vieille porte. Les travaux commencèrent au printemps. Ils vidèrent l'endroit, nettoyèrent les murs, réparèrent la toiture. Élodie choisit chaque meuble, chaque objet. Rien d'inutile, rien de décoratif sans fonction. Elle installa une grande table de travail, des étagères pour les pots, des crochets pour suspendre les pinceaux. Sur un mur, elle fixa quelques toiles non encadrées.
des paysages qu'elle avait peints en silence pendant l'hiver, des lavandes tordues par le vent, des champs délavés par la sécheresse, une maison vue depuis la colline, une main tenant un rameau sec. Ce n'étaient pas des œuvres de galerie, ce n'étaient pas des manifestes, c'étaient des traces de vie. Au mois de mai, ils inaugurèrent l'atelier. Aucun discours, aucun ruban. Juste une journée de portes ouvertes. Quelques voisins vinrent, curieux. Un couple de lions croisés par hasard au marché local s'arrêta aussi. On servit du jus de raisin, un peu de fromage. Les gens posèrent des questions. Élodie répondait simplement. On lui demanda pourquoi elle n'avait jamais tenté une carrière artistique. Elle sourit et dit « Parce que je n'avais jamais eu d'endroit pour peindre vraiment. Maintenant je l'ai. » L'été revint, plus clément que le précédent. Les champs fleurirent avec vigueur. Les abeilles avaient repris leur cycle. Les récoltes promettaient d'être belles. Pierre réorganisa les installations, investit dans une nouvelle cuve, engagea un jeune du village pour l'aider. Il n'était plus cet homme isolé, craintif. Il était devenu un pilier, non pas par orgueil, mais par cohérence. Il agissait avec une assurance tranquille, sans chercher à imposer, mais en guidant naturellement. Leur quotidien ne changea pas de façon spectaculaire. Mais dans chaque détail, on sentait la solidité d'un lien installé. Ils partagèrent les repas, les tâches, les silences. Ils n'étaient pas collés l'un à l'autre. Ils avaient chacun leur espace, leur rythme. Mais ils se retrouvaient avec la certitude de ne jamais avoir à demander le droit d'exister. Ce qu'ils avaient traversé les avait rendus lucides. Ils ne cherchaient pas à éterniser les moments heureux. Ils les accueillaient simplement, avec la conscience que rien n'était garanti, mais que tout pouvait être cultivé. Un après-midi de juillet, un couple en vacances visita l'atelier. La femme, touchée par une toile représentant un champ en friche, demanda à Élodie si elle la vendait. Elle répondit non, pas parce qu'elle tenait à l'œuvre, mais parce que ce n'était pas le but. Elle proposa une reproduction. La visiteuse accepta, touchée par la sincérité. En partant, elle demanda à Pierre, en plaisantant, comment il avait fait pour conquérir une femme aussi unique. Pierre, debout à l'entrée de la maison, les bras croisés, sourit doucement. « C'est elle qui m'a choisi. Moi, j'ai juste eu la chance de mériter. » Élodie entendit la phrase depuis l'atelier. Elle ne répondit pas, mais dans son geste de poser le pinceau, d'ouvrir la fenêtre plus largement, de laisser le vent entrer, il y avait tout ce qu'il fallait. Ils n'avaient pas changé le monde. Ils ne l'avaient pas défié non plus. Ils avaient juste trouvé un endroit, un rythme, une forme de vérité à deux. Et dans ce coin de Provence, entre les rangs de lavande et les toiles sans titre, une histoire s'était écrite sans cri, sans drame, mais avec une constance rare.